Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. En visite officielle au Qatar, le président ivoirien a échangé ce lundi avec l'émir qatari. 6 accords de coopération ont été signés entre les deux pays. Le président Alassane Ouattara a aussi eu une rencontre avec le secteur privé qatari pour présenter aux hommes d'affaires les atouts économiques de la Côte d'Ivoire. Le vice-président ivoirien est lui à Washington aux États-Unis. Il y prend part aux cérémonies d'hommage en l'honneur de l'ambassadeur Andrew Young, diplomate afro-américain de renom, grand militant des droits civiques des Noirs aux États-Unis, ancien compagnon de Martin Luther King et ami de la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement ivoirien a fait ce lundi un bilan de la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Amadou Bon Coulibaly a évoqué les aspects politiques avec la réforme de la CEI, les actions sociales dont l'augmentation des projets pro-pauvres et aussi la question de l'emploi. La Cour pénale internationale, la CPI, a condamné ce lundi Jean-Pierre Bemba à 1 an de prison pour subornation de témoins. Mais l'ancien vice-président congolais a déjà purgé sa peine. Il ne retournera donc pas en prison. Bienvenue à tous dans le 20h de ce lundi 17 septembre sur RTI 1. Il est en visite officielle au Qatar. Le président ivoirien et l'émir qatari ont eu ce lundi un entretien élargi aux 2 délégations au Palais Royal de Doha. 6 accords de coopération ont été signés. Ils sont notamment relatifs au secteur de l'enseignement et des transports maritimes. Awa Touré. Palais du Diwam à Doha, la capitale qatari, ce lundi 17 septembre, accueil du président de la République Alassane Ouattara par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Cérémonial d'accueil avec l'exécution des hymnes nationaux. Et les honneurs militaires rendus par la garde royale. À l'issue de la cérémonie protocolaire, les 2 chefs d'État se sont retirés pour un entretien élargi aux délégations. La Côte d'Ivoire et le Qatar entament ainsi, à travers cette 2e visite du président Alassane Ouattara, qui intervient après celle de l'émir du Qatar en décembre 2017, une nouvelle étape du processus de renforcement de leurs liens d'amitié et de coopération. Cette volonté des 2 pays de développer les relations diplomatiques, économiques et commerciales s'est matérialisée par la signature de 6 accords de coopération. Il s'agit notamment de l'accord portant création d'une grande commission mixte de coopération et des accords dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des transports maritimes, du tourisme et des activités touristiques et commerciales, la protection réciproque des investissements, ainsi que la réglementation de l'emploi de la main-d'œuvre ivoirienne dans l'État du Qatar. Le chef de l'État a aussi mis à profit son séjour pour renforcer les actions déjà initiées auprès des milieux d'affaires qataris en vue de développer le volume des échanges avec ce pays et attirer plus d'investissements. Le président Alassane Ouattara a aussi eu une rencontre avec les acteurs du secteur privé qatari. Il leur a présenté les atouts économiques de la Côte d'Ivoire afin de les inciter à investir dans le pays. Awa Touré. La Côte d'Ivoire, porte d'entrée du Qatar en Afrique de l'Ouest, une ambition exprimée par le président de la République Alassane Ouattara lors de la rencontre avec le secteur privé qatari. Une session d'échange en vue de présenter aux hommes d'affaires les atouts économiques de la Côte d'Ivoire et les inciter à saisir les nombreuses opportunités d'investissement. Je voudrais vous indiquer que la Côte d'Ivoire, pays leader de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA, dispose du réseau d'entreprises le plus dense et le plus diversifié de cette zone. À ce jour, la Chambre de commerce d'industrie compte 22 000 entreprises ressortissantes réparties sur l'ensemble du territoire national. Plus de 2 000 grandes entreprises sont répertoriées en Côte d'Ivoire, dont la majeure partie
est inscrite auprès de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, le patronat ivoirien. La Chambre de commerce du Qatar encourage les hommes d'affaires des deux pays de renforcer les relations économiques. Nous savons bien que la Côte d'Ivoire dispose de beaucoup d'opportunités, beaucoup de potentialités dont les hommes d'affaires qataris peuvent bénéficier, surtout dans le domaine de l'agriculture. Nous avons un guichet unique qui est le CPC, qui est disposé donc à vous informer, à vous assister dans tout le parcours que vous avez en Côte d'Ivoire à faire à partir de l'idée d'investissement que vous avez eue. Et depuis le mois de juillet, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a érigé un département ministériel qui s'occupe principalement de l'investissement privé. Donc nous sommes à vos dispositions. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est dit heureux de revenir au Qatar avant d'inviter le secteur privé qatari à considérer la Côte d'Ivoire comme la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, une terre d'opportunités multiples et variées à saisir. La Côte d'Ivoire est dans un ensemble régional et c'est important de le souligner parce que vous avez le marché ivoirien qui est un marché de 25 millions d'habitants. Nous sommes dans un ensemble monétaire d'abord qui fait 100 millions d'habitants avec les 8 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Sur cette union économique et monétaire où le franc CFA, qui est notre monnaie, est arrimé à l'euro, nous avons 36 à 40% selon les années de la production régionale et bien sûr plus d'un tiers des exportations. Ça veut dire l'importance de la locomotive Côte d'Ivoire dans cette union économique et monétaire ouest-africaine. Nous sommes également membres de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et la CEDEAO représente près de 350 millions d'habitants. C'est important de le signaler parce que la Côte d'Ivoire peut être une porte d'entrée pour vos investissements, pas seulement dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine de 100 millions d'habitants, mais également pour la CEDEAO qui fait 350 millions d'habitants. Nous avons l'ambition d'aller beaucoup plus loin dans la transformation de nos matières premières. Parce que c'est cette valeur ajoutée qui nous permettra d'avancer encore plus rapidement si nous voulons maintenir un taux de croissance aussi élevé. Organisé par le CPC en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, les chambres de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et du Qatar, ainsi que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, cette rencontre a aussi été l'occasion d'échanges directs entre hommes d'affaires ivoiriens et qataris. En marge de cette visite d'État, une délégation ivoirienne s'est rendue au musée d'art islamique de Doha, une institution qui entend faire de Doha la capitale culturelle régionale. Awa Touré. Le musée d'art islamique le plus grand de Doha, créé en 2006, est une œuvre de l'architecte chinois Li Mingfei. Il a été aménagé par Michel Villemotte, architecte, urbaniste et designer français. Ce joyau architectural, bâti sur une île artificielle, regroupe une vaste collection d'œuvres du 7e au 19e siècle. Une collection décrite comme l'une des plus prestigieuses du monde. 3 étages sont dédiés à ce musée d'art islamique, 2 consacrés aux expositions permanentes et 1 aux expositions temporaires. À travers les œuvres que nous avons vues, on peut constater la richesse de la religion islamique. Les pièces sont exceptionnelles, c'est impressionnant. Je suis très content d'avoir pu faire cette visite. Les œuvres sont magnifiques. Les œuvres exposées viennent de différents pays, de l'Irak à l'Italie, en passant par l'Ouzbékistan. Outre des manuscrits, des calligraphies islamiques, le musée compte des objets en céramique, métal, verre, ivoire, textile, bois et des pierres précieuses, dont 42 chefs-d'œuvre exposés pour la première fois en 2006 au musée du Louvre à Paris.
Direction les États-Unis, à plus de 12 000 km du Qatar. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan est à Washington pour les journées d'hommage à Andrew Young, ami de la Côte d'Ivoire et premier noir américain nommé ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Jérôme Kofi Abola. Il est à Washington, à compter de ce dimanche 16 septembre 2018, en tant que représentant du président de la République, Alassane Ouattara, pour au moins 3 jours. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan vient aux États-Unis pour prendre part à un certain nombre de cérémonies, notamment les journées d'hommage à Andrew Young, premier afro-américain nommé ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Pour lui, c'est un honneur de se retrouver dans la capitale américaine au nom du président Alassane Ouattara. Je suis très heureux de représenter le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui avait été invité donc par son ami, l'ambassadeur Andrew Young, pour les hommages qui devaient avoir lieu. Il devait être l'invité spécial, mais je dois dire que, comme vous le savez, il est en train actuellement d'effectuer une visite officielle au Qatar. Donc nous ne pourrons pas venir ici. Et compte tenu de la qualité des relations qu'il a avec l'ambassadeur Andrew Young, il nous a demandé, il nous a instruit de venir ici donc le représenter. Selon le vice-président, Andrew Young est un ami de la Côte d'Ivoire pour s'y être rendu environ 7 fois. Et c'est à juste titre qu'il a contribué à l'avènement de l'université de Grand Bassam, placée aujourd'hui dans le peloton d'excellence en Afrique. L'actualité nationale ce lundi est marquée par la conférence de presse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le chef du gouvernement a abordé des questions d'ordre socio-économique en rapport avec le discours à la nation du président de la République le 6 août dernier. Il s'agit entre autres de l'assainissement des finances publiques, de la mobilisation des ressources intérieures. Cheikh Koné. On avait comme objectif 1. Pour son 3e grand oral devant la presse depuis sa nomination en janvier 2017 et son premier à la tête de l'équipe gouvernementale depuis juillet dernier, date de sa reconduction, le Premier ministre n'a pas dérogé à la règle. Les questions d'ordre socio-économique étaient au cœur de son intervention. D'entrée de jeu, Amadou Gon Coulibaly a rappelé l'ambition du gouvernement d'amplifier et accélérer le rythme des réformes en vue de réduire le taux de pauvreté. Le taux de pauvreté a connu un repli entre 2011 et 2015, passant de 48,9% en 2011 à 46,3% en 2015. Il en est de même pour les inégalités qui ont connu une baisse sensible, en passant de 42% en 2008 à 40% en 2015. Ce bon point est la résultante d'une priorité accordée à l'action sociale du gouvernement sur la période 2018-2020. Le tout matérialisé par une orientation des dépenses pro-pauvres dont le montant a quasiment doublé, passant ainsi de 1 080 milliards de francs CFA en 2012 à 2 070 milliards de francs CFA en 2017. Conformément aux orientations du président de la République, des travaux sont en cours actuellement dans chaque département ministériel afin d'identifier les projets et les réformes prioritaires qui constitueront le programme social du gouvernement sur la période 2018-2020. Il sera soumis au chef de l'État à la fin du mois de septembre 2018. Ce programme permettra d'accélérer la réalisation des projets à fort impact social à court, moyen et long terme et dans les secteurs donc, sociaux prioritaires. Malgré ses acquis, Amadou Gon, dans un langage de vérité, se dit conscient des efforts additionnels à faire pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment les plus vulnérables. Au nombre des actions concrètes, le Premier ministre a fait l'annonce de l'augmentation du nombre de familles bénéficiaires du programme des filets sociaux. De 35 000 familles, le programme prendra en compte 100 000 familles vulnérables qui percevront 144 000 francs CFA annuellement par famille. L'action sociale se place ainsi comme priorité des priorités dans la politique générale du gouvernement. Pour ce qui est des politiques économiques, Amadou Gon s'est voulu rassurant. Il a réaffirmé l'engagement et la détermination de l'équipe gouvernementale à la tâche pour préserver les équilibres macroéconomiques, tous déjà au vert. Un taux de 8% de croissance annuelle attendu sur la période 2018-2020, une inflation en dessous de 2% et un déficit budgétaire sous contrôle. Mais pour maintenir le cap de ces performances économiques, des défis majeurs restent à relever. De la promotion de la bonne gouvernance et la poursuite de l'amélioration du climat des affaires et de l'efficacité de l'administration publique, à travers notamment
la poursuite du processus de dématérialisation des procédures administratives, la mobilisation des ressources intérieures par un meilleur recouvrement de l'impôt et une invitation au civisme fiscal, mais surtout la préservation d'un climat social apaisé. D'autres points tels que l'emploi et la couverture maladie universelle, CEMU, ont été abordés par le chef du gouvernement. L'on retient qu'une priorité sera donnée à l'emploi jeune à travers des emplois diversifiés et stables. Sur la question de la couverture maladie universelle, Amadou Gon Coulibaly a reconnu un retard dans la mise en route du projet. Toutefois, il a promis son démarrage effectif en 2019 avec déjà en toile de fond le recensement de 450 000 personnes du secteur informel. La question de l'endettement de la Côte d'Ivoire a occupé une bonne place au tableau. Le Premier ministre a souligné la détermination du gouvernement ivoirien à ne pas laisser aux générations futures un pays accablé de dettes. Adama Koné. Le gouvernement ivoirien surveille son niveau d'endettement comme du lait sur le feu. Selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est un exercice régulier que de veiller à la facture de la dette chaque fois que le pays sollicite un appui financier extérieur. Toute chose qui explique que le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire soit de 42,7%, comparativement à la norme communautaire dans l'UEMOA de 70%, c'est un bon niveau. Mais la vigilance est de mise. Lorsque nous prévoyons des investissements, nous avons ce qu'on appelle un plan d'emprunt annuel qui dit quel est le plafond d'endettement par année au niveau donc, de l'État et qui tient compte de la soutenabilité donc, de la dette. Parce que nous sommes tous soucieux de laisser aux générations futures un pays pas surendetté. S'endetter pour réaliser des projets qui vont créer de la richesse pour le pays, une richesse qui va permettre d'enrichir donc, les Ivoiriens, ça, c'est une bonne chose. Pour renforcer son dispositif de contrôle, l'État a mis sur pied un comité chargé de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Tout récemment, les spécialistes ont identifié et codifié les risques liés à la bonne gestion budgétaire. Autre assurance donnée par le Premier ministre au cours de cette conférence de presse, la gestion de la filière cacao. La situation n'est pas au niveau du cacao la plus difficile maintenant. La situation la plus difficile, nous l'avons connue par le passé. Aujourd'hui, la situation est moins difficile, mais des initiatives sont prises sur la question de la transformation à nouveau, en liaison avec le Ghana. Et j'ai bon espoir d'ailleurs que de la fixation des prix pour les campagnes donc à venir, que nous pourrons le démontrer en montrant qu'il y a un léger mieux. On a un problème spécifique qui est la faillite de SAF Cacao. Bien, sur la faillite de SAF Cacao, des discussions sont en cours pour éviter que l'économie locale de San Pedro ne puisse trop en pâtir. Sachez que les salariés de SAF Cacao sont toujours payés et que l'idée, en tout cas, c'est de tout faire pour que le liquidateur trouve un repreneur qui permette une continuité d'activité et que nous puissions faire la liquidation en pouvant désintéresser également tous les créanciers, y compris les banques. Concernant la NACAD, Amadou Gon Coulibaly a souligné que 60 000 tonnes ont été transformées l'année dernière. Pour cette saison, ce volume doit être porté à 80 000 tonnes. L'actualité politique n'a pas été occultée lors de cette conférence de presse du Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly est revenu sur la réforme de la commission électorale indépendante. Il a aussi parlé du parti unifié. Alexis Ouedraogo. Ma conviction, c'est qu'il y a eu des progrès. L'autre conviction, c'est que ce n'est pas suffisant pour absorber l'ensemble de la demande sociale aujourd'hui. Le président de la République, solennellement, le 6 août, dit à son gouvernement: soumettez-moi un programme qui renforce notre programme social. Et je dis que le gouvernement que je dirige travaille activement. Expliquer et clarifier les grandes lignes de l'action gouvernementale, c'est l'exercice de transparence auquel s'est livré le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Plus d'1h30 face à la presse, le chef du gouvernement a fait le tour des sujets les plus chauds du moment, notamment la réforme de la CEI. Ceux qui ont voulu utiliser le discours du chef de l'État pour dire qu'il a pris d'engagement ont mal lu le discours. Parce que dans le discours lui-même, si vous le prenez et que vous le lisez, il est mentionné à l'intérieur, quand on prend l'ensemble du paragraphe concerné,
les élections de 2020. C'est mentionné. La CEI centrale à Abidjan ne fera que recueillir les résultats, mais les proclamations seront faites donc localement. La composition des CEI locales, c'est 4 personnes de l'opposition, 4 personnes de la majorité. Donc ces élections locales, la CEI qui compte, ce sont les CEI locales qui vont proclamer les résultats. Donc le débat de la réforme de la CEI centrale est sans objet par rapport aux élections locales. Pour Amadou Gon Coulibaly, il est aujourd'hui impérieux de travailler à l'unité, à la stabilité, mais surtout à l'amélioration de la qualité de vie des populations. Je voudrais vraiment, à la limite, supplier l'ensemble des acteurs politiques pour que nous ayons un consensus donc minimum en nous disant qu'on veut quand même que notre pays marche, qu'on veut améliorer les conditions de vie de nos compatriotes, les Ivoiriens. Il faut qu'on ait un consensus minimum là-dessus. Et que notre débat se situe au niveau de savoir qu'est-ce que chacun pense faire pour atteindre cet objectif. Revenant sur les turbulences PDCI et RHDP, Amadou Gon Coulibaly a tenu à rappeler la vision commune des alliés d'hier. On avait comme objectif 1 de promouvoir donc, les idéaux du président Félix Houphouët-Boigny, 2 d'aller à toutes les élections à RHDP et 3 de créer le parti unifié. Le débat en 2016 était de savoir comment ce parti allait s'appeler. À l'issue d'une audience tenue à Daoukro, il a été clairement indiqué à la face donc, de la nation que le parti unifié s'appellerait donc RHDP. Qu'on ait des écueils en cours de route, ça peut se comprendre, mais ça ne doit pas nous détourner les uns et les autres de l'objectif que nous nous sommes fixés depuis le début. Sur le plan social, des défis importants restent à relever. La promotion de la bonne gouvernance, la poursuite de l'amélioration du climat des affaires et de l'efficacité de l'administration publique, la mobilisation des ressources intérieures, mais surtout la préservation du climat social. Je trouve qu'il n'y a pas de raison de tout faire pour créer un problème ou une crispation artificielle. Allons aux élections en paix, laisser les Ivoiriens se prononcer. Le dialogue politique, nous allons le reprendre pour préparer les élections de 2020. Et je vous assure, il nous faut une élection apaisée en 2020. Il faut qu'en 2020, celui qui a gagné a gagné. Que ceux qui n'ont pas gagné puissent donc féliciter, comme en 2015, celui qui aura gagné. Il faut qu'on revienne à un système apaisé. Ça apaisera les Ivoiriens, ça leur donnera une confiance définitive dans ce qu'ils sont sortis du traumatisme qu'ils ont vécu en 2010-2011. Et dans toutes les enceintes internationales, dans tous les débats que nous pourrions avoir avec les investisseurs, la problématique de la stabilité de la Côte d'Ivoire se retrouvera subséquemment définitivement réglée. Concernant les remous récents autour des travaux de construction du 4e pont, le chef du gouvernement s'est voulu rassurant. Pour les personnes qui sont locataires, il leur sera donc versé 4 mois donc de loyer pour leur permettre de pouvoir se reloger. Et pour les personnes qui sont propriétaires et qui ne résident pas, donc une évaluation donc, sera faite de leur bâti, donc, y compris donc, des terrains, et cela sera donc payé également. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État Alassane Ouattara, entend sur la période 2018-2020 renforcer l'action sociale pour faire que les populations les plus vulnérables puissent voir leurs conditions de vie améliorées. Membres du gouvernement, opérateurs économiques et hommes de médias ont assisté à ce grand oral du Premier ministre. Ils ont livré à chaque côné les points principaux qu'ils en retiennent. À l'issue de la conférence du Premier ministre, mon ministère se sent hautement interpellé dans la mesure où pour relever les défis sociaux, il faut réduire le taux de pauvreté. Et la réduction du taux de pauvreté passe par 3 instruments dont nous disposons au ministère en charge de la lutte contre la pauvreté. Il s'agit des filets socioproductifs,
Il s'agit de l'appui aux initiatives locales, le Pacifil. Il s'agit également du programme national de développement communautaire pour renforcer les infrastructures socio-communautaires, surtout en milieu rural. Le Premier ministre nous a clairement démontré que l'économie se porte bien, la croissance continue, mais il a partagé avec l'ensemble des journalistes et tous ceux qui étaient présents les préoccupations du gouvernement en matière d'inclusivité de la croissance et notamment justifier le programme social du gouvernement qui sera annoncé d'ici le mois prochain, qui mettra l'accent donc sur les attentes en matière de santé, en matière d'école, en matière d'eau potable, etc. L'orientation donnée par le président de la République au gouvernement, c'est de renforcer l'action sociale, de sorte que les dividendes de la croissance économique que nous enregistrons soient véritablement ressentis. Et ce que je retiens, c'est qu'au niveau de la question de l'endettement de la Côte d'Ivoire, qui semble susciter des craintes, le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire demeure dans des proportions tout à fait raisonnables. Et donc il n'y a pas matière à s'inquiéter. Et ce qui m'a aussi le plus frappé, c'est la grande maîtrise qu'a le Premier ministre de l'ensemble des dossiers, qu'ils soient économiques ou sociaux. Et ça, c'est la preuve que tous les dossiers sont traités à fond et que le Premier ministre, il est véritablement à la manœuvre. Et ça, c'est rassurant. C'est ça l'obligation de rendre compte, parce que c'est ce qui tient le gouvernement. S'il ne communique pas sur l'action gouvernementale, s'il ne communique pas sur les actions qui sont menées par le gouvernement, il y aura des interprétations des fois qui pourraient être erronées, ils ne pourront pas soit mal compris par les populations et tout ça. Donc c'est une tribune qui est très noble. Pour que ce genre d'exercice, nous le demandons à chaque fois et c'est bon, puisque nous sommes un relais auprès de la population. Donc permettre au Premier ministre de se prononcer sur la politique du gouvernement, c'est vraiment pour nous une bonne chose. Et ça lui permet également à nous d'être le relais auprès des populations, de comprendre véritablement ce que le gouvernement fait. Poursuivons avec un communiqué de la Commission électorale indépendante, CEI, qui invite les candidats aux élections locales, régionales et municipales couplées du 13 octobre 2018 et les partis et groupements politiques à une rencontre le jeudi 20 septembre 2018 à l'amphithéâtre de la CERAO aux Deux Plateaux, à Gien, Carrefour Opéra à 10h. À l'ordre du jour de cette rencontre, remise de la liste électorale définitive aux partis et groupements politiques et formation des candidats au mode opératoire des élections couplées. La Commission électorale indépendante compte sur la présence de tous. Dans le domaine de l'environnement, la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a sensibilisé les populations de la commune de Koumassi sur l'importance de la couche d'ozone et de sa protection. Salimatou Dia et Grace Kando. Plus de 98% des substances appauvrissant la couche d'ozone sont éliminées et le trou dans l'ozone a diminué d'une superficie équivalente à celle de l'Inde, soit 3,84 millions de kilomètres carrés. Quasiment la même superficie disparue entre 1981 et 2010. Les 197 États ayant ratifié le protocole de Montréal se réjouissent de cette avancée. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a interdit en 2010 l'utilisation des chlorofluorocarbones, hydrofluorocarbones, des substances qui détruisent la couche d'ozone. Dans ce problème de la couche d'ozone, il y a les hydrochlorofluorocarbones, HCFC, qu'on doit éliminer entièrement en 2030. Et on exige que la Côte d'Ivoire, d'ici 2020, réduise déjà de 35%. Ces produits chimiques-là ne sont pas nocifs, n'est-ce pas, aux humains que nous sommes. C'est seulement dans leur utilisation. Je donne un exemple. Quand on prend le bromure de méthyle, quand vous pompez les sacs de cacao, n'est-ce pas, ce n'est pas tout qui va dans le sac. Il y a une partie qui s'échappe. Et c'est cette partie qui s'échappe là qui va détruire la couche d'ozone. Des équipements de froid utilisant des substances autres que les frayons 22 ou hydrofluorocarbones et adaptés à la couche d'ozone ont été présentés au public. Les produits nouveaux, n'est-ce pas, qui remplacent ceux qui sont prohibés, n'ont aucun impact. Ce sont ce qu'on appelle les alternatives. Nous attendons que donc la population vienne visiter pour voir qu'avant de payer un gaz pour alimenter son frigo, qu'il fasse attention parce qu'il y a du faux.
La célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, débutée ce lundi à Koumassi, au Centre de perfectionnement des métiers de mécanique et d'électricité, se tiendra sur 2 jours. En sport, basketball, la 3e édition de la Junior NBA a été remportée par les équipes d'Oklahoma City chez les garçons et Portland chez les filles. Odalekbe. L'équipe de Oklahoma City en bleu a battu en finale Orlando Magic 38-19. Un score synonyme de rencontre ultra facile pour les hommes du coach Kwasi Khan qui au cours des 4 cartons ont largement dominé la rencontre 13-1, 28, 24-14 et 38-19. Ils succèdent aux Sacramento Kings. Du côté des filles, Portland en rouge a pris le dessus sur Toronto Raptors 7-5 en levée de rideau. Les 3 autres cartons ont coulé de source pour Portland qui s'est facilement imposé 21-6, 24-8 et 28-11. Ça n'a pas été facile, ça fait plus de 3 mois qu'on joue la finale et puis on a préparé la finale. Ça donne Je retiens que ce tournoi nous a permis d'avoir un bon esprit d'équipe. Et je remercie aussi notre coach. Le coup d'envoi de l'édition 2018 de la Junior NBA de Côte d'Ivoire a été donné le 14 avril dernier avec comme innovation majeure l'intégration des équipes féminines. 60 équipes reparties entre les garçons et filles portaient le nom d'une équipe de la NBA américaine. La Cour pénale internationale CPI a condamné ce lundi Jean-Pierre Bemba à 1 an de prison pour subornation de témoins. Mais l'ancien vice-président congolais a déjà purgé sa peine et il ne retournera pas en prison. En liberté provisoire après avoir passé plus d'une décennie au centre de détention de la CPI à La Haye, cette condamnation a valu à l'homme politique congolais d'être définitivement exclu par la Cour constitutionnelle de la présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Rappelons que le chef de l'État ivoirien est en visite officielle au Qatar. Le président Alassane Ouattara et l'émir qatari ont eu ce lundi un entretien élargi aux 2 délégations. 6 accords de coopération ont été signés. Et nous vous parlions de la conférence de presse du Premier ministre. Vous pourrez la suivre en intégralité tout juste après ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à demain, 20h, toujours sur